Bonjour à toutes et à tous, c'est 101%. Et aujourd'hui dans 101%, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois de ça, on avait fait une petite expérience. J'avais tenté de faire un jeu avec lequel vous pouvez jouer, un truc interactif. Et à No Life, on adore l'interactivité. On adore pouvoir vous faire participer à la chaîne, vous, public de No Life. Alors aujourd'hui, parce que la dernière fois le jeu c'était un peu du foutage de gueule, on ne pouvait pas vraiment jouer. Aujourd'hui on va vraiment jouer ensemble. Par contre, il faut que vous ayez chez vous un jeu qu'on appelle, alors j'ai pas le droit de dire le nom puisque ça serait dévoiler une marque. Alors vous savez le jeu où il y a un plateau, puis il y a plein de photos de gens, et puis on va dire que c'est le qui c'est qui. Hein? Alors si vous avez un jeu de qui c'est qui chez vous, allez le dépoussiérer, allez le chercher à la cave, allez le chercher au grenier, ou sortez-le d'une armoire, ou je sais pas moi, du derrière à mamie. Et après les news. Et après, non, je vais d'abord faire le sommaire. Il y a une critique de jeu, il y a la minute de geek, il y a tout le café, mais il y a les news d'abord. Et après les news, on pourra jouer tous ensemble. Les news. Tout le monde en a parlé, tout le monde en parle encore, la démo jouable d'un nouveau Final Fantasy a toujours constitué un événement en soi. Un peu à l'image de la bande-annonce du dernier Pixar que l'on découvrait après avoir acheté le DVD de la dernière production du studio et que l'on achetait parfois en zone 1 pour pouvoir la regarder avant tout le monde. Pour Final Fantasy XIII, Square Enix a choisi d'associer la sortie de sa démo à celle du Blu-ray de Final Fantasy VII Advent Children. Bien conscient du public ciblé par ce Blu-ray, essentiellement des fans de la série et du 7e épisode en particulier, l'éditeur a fait les choses bien en sortant un coffret double DVD, proposant une boîte transparente pour le film et une autre tout spécialement dédiée à la démo PlayStation 3. Les deux œuvres sont ainsi mises au même niveau, d'autant qu'il s'agit de la première incursion de la série sur les consoles next-gen. FF13 sera donc sur PS3 en 1080p, soit en vrai HD et non en 720p comme la plupart des jeux next-gen actuels, Xbox 360 et PS3 confondus. Dès les premières images de la cinématique, tout est dit. La qualité de la mise en scène, le souci du détail, les effets visuels et sonores, la magnificence et la richesse du character design et les cinématiques de ce 13e épisode reproduiront sur next-gen l'émerveillement provoqué à l'époque par les cinématiques de FF7 sur PS1 et celles de FF10 sur PS2. Un nouveau cap a été franchi et on n'est plus très loin d'un point de vue purement technique de la grosse claque assénée par Advent Children à sa sortie, toute proportion gardée bien sûr. Les cinématiques de Final Fantasy XIII constituent à elles seules la meilleure des publicités possibles pour les écrans TV Full HD. Le disque démo comprend donc la démo jouable de FF13 ainsi que les trailers de Final Fantasy Versus 13 sur PS3, et de Final Fantasy Agito 13 sur PSP. La démo a beaucoup fait parler d'elle, donc, mais pas toujours en bien. Il faut dire que Square Enix était attendu au tournant, et des hordes de fans en embuscade n'attendaient qu'un faux pas, un détail sujet à polémique pour dévorer le jeu de leur vindicte. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Certes, les titres next-gen de l'éditeur sont loin d'avoir fait l'unanimité, d'un point de vue technique en tout cas. Mais de ce côté-là, et même si la démo ne présente au final qu'un couloir où l'on enchaîne les combats, il va sans dire que Square Enix commence à maîtriser le sujet next-gen et devrait passer un cap avec FF13. Pour le système de combat, sur lequel la majorité des critiques convergeaient, primo, il est évident que ce dernier est ici limité et bridé pour les besoins de la démo. Deuxio, après FF12 et la richesse de son système de combat et de jeu en général, comment peut-on critiquer le travail de Square sur une simple démo, s'il leur accordait bien peu de crédit ? La partie accessible du système de combat fonctionne de la manière suivante. Une jauge ATB classique apparaît une fois un ennemi rencontré. Comme dans FF12, les ennemis sont visibles à l'écran. Les combats ne se déclenchent donc pas de manière aléatoire. Cette jauge ATB est scindée en 3 portions, chacune correspondant à une attaque. Le menu permet ainsi de lancer 4 attaques différentes, nécessitant une ou plusieurs portions de la jauge ATB pour être déclenchée. En gros, soit on rentre 3 petites attaques, soit on en rentre une seule, mais plus puissante. Le joueur peut ainsi s'amuser à varier ses enchaînements de manière à augmenter sa jauge de combo. Bien sûr, peu d'attaques sont pour le moment accessibles et on espère fortement que ce système évoluera en cours de jeu.
De toute manière, il s'inscrira dans un système de combat plus global qui pour le moment n'incluait pas vraiment la magie et donc les invocations. Autre remarque, il n'est désormais plus possible de déplacer son personnage lors des combats à la manière de FF12. Lors des phases de déplacement, les sauts sont également automatiques, d'où la sensation d'évoluer sur des rails, qui à n'en pas douter sera l'apanage de cette démo et non du jeu dans sa globalité. À No Life, on est pour le vote de confiance. Square Enix a su bluffer son monde avec FF12 et nous réserve bien des surprises avec FF13. おい待てよおい父ちゃん孤軍奮闘だえい Alors je tiens à dire que cette idée d'émission est de Z. Hein, voilà. Donc je rends à Z ce qui est à Z. Alors voilà, on va y aller. La personne qui va poser les questions à votre place, bien sûr, puisque vous ne pouvez pas être là, c'est Clément, notre ingénieur du son, qui a sûrement rien à faire et qui est là pour nous aider. Alors, il va me poser une question par plateau, ou peut-être deux, parce que ça fait plus beaucoup de plateaux qui restent, 2 questions par plateau. Et chez vous, vous allez essayer de deviner quel est le nom du personnage que j'ai en main. Et celui qui me dit c'est l'ennemi de Batman parce qu'il voit un point d'interrogation, c'est vraiment un con. Mais je l'aime bien quand même. Très bien. Clément? Alors, est-ce que ton personnage a un chapeau? Non. Est-ce que ton personnage est une fille? Non. Non. Ok. Et maintenant, on regarde une critique de jeu. C'est Secret Files 2. À sa sortie en 2006, Secret Files Tunguska s'était révélé une bien agréable surprise pour tous les amateurs de jeux d'aventure. Créé par le petit studio allemand Animation Arts, Secret Files proposait une grande aventure tout autour du monde en compagnie d'un duo de héros attachants. En somme, le jeu recyclait avec efficacité, la recette ayant fait le succès des classiques indémodables du point and click, comme Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide ou encore les Chevaliers de Baphomet. Encouragé par l'accueil chaleureux réservé à leur jeu, Animation Arts ne perdit pas de temps pour annoncer une suite. On ne s'étonnera donc pas que Secret Files 2 était attendu au tournant par tous les aventuriers ludiques. Il y a quelqu'un. Secret Files Puritas Cordis commence en Angleterre par une nuit d'orage, avec la mort de 2 prêtres assassinés par 2 mystérieux commandos qui semblent tout droit évadés d'un épisode de Splinter Cell. Très vite, le joueur va à nouveau se retrouver dans la peau de la jolie Nina Kalenkoff, l'héroïne du premier épisode. Quelques années se sont écoulées depuis que Nina et son compagnon Max ont triomphé des mystères de Tunguska, et l'eau a coulé sous les ponts. Nina et Max sont rompus et la jeune femme tente de se changer les idées en participant à une croisière au soleil. Une banale inversion de valise va la replonger au cœur de ce nouveau complot. Oui bon, d'accord, c'est un peu téléphoné, on se croirait presque dans une aventure de Tintin. Toujours est-il que Nina va devoir mener l'enquête sur un parchemin codé, ainsi que sur une mystérieuse secte apocalyptique nommée Puritas Cordis, qui utilise les bouleversements climatiques comme argument pour convertir de nouveaux fidèles. A priori, si vous regardez No Life, on peut espérer que vous savez déjà par cœur ce que c'est qu'un jeu d'aventure point and click. Vous n'avez pas la télévision? Bien sûr que si. Pourquoi? Mais notre conscience professionnelle aiguë nous oblige à vous refaire un petit point click. Bon, il s'agit donc d'un jeu d'enquête et de réflexion où toutes les actions s'effectuent par un clic de la souris, ou bien à la Wiimote si vous jouez à la version Wii. Un clic avec le bouton gauche permet d'interagir avec certains objets, un clic avec le bouton droit permet de les examiner en quête d'indices. De nombreux objets peuvent être ramassés pour être utilisés plus tard et sont stockés dans un inventaire situé en bas de l'écran. L'une des innovations les plus intéressantes du premier Secret Files était son système d'aide visuelle qui reprend évidemment du service. Il est donc toujours possible, en cas de blocage, de mettre en surbrillance tous les objets interactifs de la scène,
afin de s'assurer de ne pas avoir manqué un objet microscopique. Certains trouveront peut-être que cette option facilite un peu trop les choses, mais elle reste après tout facultative. Les puristes pourront donc faire l'intégralité du jeu sans jamais recourir à cette aide. Pour les autres, il suffira de faire preuve d'un peu de discipline pour ne pas en abuser. De toute façon, contrairement à d'autres point and click, la série des Secret Files brille par la qualité de son design, avec des énigmes logiques dans leur contexte et des associations d'objets cohérentes. C'est le camouflage parfait. Étrange, mais je vais... Bien conçu, bien ficelé, avec une difficulté bien dosée, Secret Files 2, Puritas Cordis, souffre malheureusement de son classicisme absolu. Bien sûr, on ne lui demandait pas de révolutionner le genre, mais ne serait-ce que de le secouer un petit peu n'aurait pas été un mal. Autre point de déception, l'intrigue. Celle-ci a en effet un peu de mal à décoller, avec des rebondissements un peu faciles et surtout au début de l'aventure. Les patates au massepain. Voilà une bonne raison d'aimer Noël. Qui plus est, son point de départ semblera sûrement vaguement familier à de nombreux aventuriers. Le manuscrit codé, les catastrophes naturelles, la secte... Ces ingrédients figuraient déjà au menu du 3e épisode des Chevaliers de Baphomet, le manuscrit de Voynich. Même si les deux jeux prennent au final des directions différentes, cette ressemblance ne joue pas en la faveur de Secret Files 2, qui aurait mérité de s'émanciper un peu plus de ses illustres modèles. C'est le genre de petites choses qu'on pardonne sans mal à un premier jeu, mais nettement moins facilement à une suite où l'on est en droit d'attendre un peu plus d'originalité. Enfin, et même si ce n'est pas forcément un facteur très important dans un point and click, force est d'admettre que les graphismes sont un peu datés, et les animations des personnages semblent désespérément figées. Au final, Secret Files 2 reste incontestablement un très bon jeu d'aventure, mais sans doute peut-on reprocher au studio Animation Arts de s'être trop reposé sur ses lauriers. Puritas Cordis semble en effet ne proposer qu'une déclinaison du premier Secret Files plutôt qu'une véritable évolution. Et sans être un défaut rédhibitoire, c'est quand même bien dommage. Voilà, donc on va pouvoir poser d'autres questions. Clément? Alors, est-ce que ton personnage a pas de cheveux comme toi? Effectivement, le personnage est chauve. Moi je dis qu'on va garder une question pour le plateau d'après et qu'une question là, hein, parce que là, il reste plus beaucoup de personnages en liste. Donc on va regarder la Minute du Geek, tout de suite. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Les jeux de rôle papier? Ouais. Eh ben, en fait, c'est juste des mecs qui ont adoré Final Fantasy et ils ont dit, ah bah tiens, on va l'écrire dans un livre. Alors ils ont réécrit l'histoire comme ça. Et c'est aussi chiant? Ah bah ouais, ouais, c'est pareil, c'est hyper interactif. Rien. Objection! Un jeu de rôle est un jeu où chaque joueur interprète un personnage. Un arbitre, appelé maître de jeu ou meneur de jeu, propose une histoire, et les joueurs décident de la manière dont agissent leurs personnages, d'une manière qui doit être cohérente avec le caractère du personnage en question. On décide du succès ou de l'échec de l'action en suivant un système de règles et le plus souvent en lançant des dés. Le jeu de rôle est né en combinant deux choses. D'un côté, la tradition du théâtre improvisé et les jeux qui en découlèrent. Dans les années 20, il existait déjà des jeux rappelant ce qu'aujourd'hui on appelle le jeu du killer. D'ailleurs, Harpo Marx en parle dans son autobiographie. En 1935, il existait un jeu de société appelé The Jury Box, dans lequel chaque joueur devait interpréter un membre d'un jury et décider si l'accusé de l'affaire était innocent ou coupable. L'autre influence majeure fut le wargame avec figurines. Il fut inventé à la fin du XVIIIe siècle comme un exercice d'entraînement pour les stratèges militaires. En 1913, le wargame devint un hobby public avec la publication de Little Wars, un livre de règles pour permettre aux enfants de jouer des batailles avec leurs soldats de plomb. Little Wars avait été écrit par nul autre que le romancier H.G. Wells, auteur de La Guerre des mondes et de La machine à explorer le temps. Les wargames continuèrent d'évoluer et dans les années 60, après la publication du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, commencèrent à intégrer des éléments de fantasy. Le tournant s'effectua au début des années 70 avec 3 personnes. La première de ces personnes était Dave Wesley, qui organisa des parties de ce qu'on appellerait aujourd'hui un jeu de rôle grandeur nature, où chaque joueur interprétait un personnage dans un contexte napoléonien. L'idée inspira Dave Arneson, qui imagina alors d'appliquer le même concept à son propre univers de fantasy, Blackmore. Enfin, Arneson rencontra un certain Gary Gygax, qui avait co-créé un wargame nommé Chainmail.
Gygax et Arneson travaillèrent ensemble à un jeu qui serait la rencontre entre le wargame, le théâtre et la fantasy, et c'est ainsi que naquit en 1974 le premier vrai jeu de rôle moderne, Dungeons & Dragons. Alors la dernière question. L'avant-dernière, non? L'avant-dernière, ah ouais, tu crois? Putain, il ne reste plus beaucoup de personnages. Ok, l'avant-dernière, vas-y. Alors, est-ce que ton personnage a les mêmes cheveux que Julien Pirou? Oui. Tout de suite, on regarde Tokyo Café avec Suzuka qui, elle, n'a pas les problèmes de cheveux que j'ai. Heureusement, sinon ça serait pas beau. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 5月5日は子供の日。ソントゥルクルチュエルフランコジャポネさんの主催で、なんとモンマルトの丘に鯉のぼりが上がってるんです。その取材に来ました。さあ、こちらのコーナーでは子供たちが鯉のぼりを作ってます。かわいい。ほら、自分で色塗って鯉のぼりを作ってるんですね。鯉がね、ちょっと風がちょっと少ないんで待ってます。前ない泳いでないですけれども、これは鯉っていうのは滝を登って竜になる。つまり鯉を泳いでいくと出世する、健康になるという、そういうね願いが込められてるんですね。まさかパリで鯉を見るとは思いませんでした。残念ながら風がないんで鯉泳いでないですけれども、モンマルトルと鯉なかなか素敵です。ちっちゃい鯉のぼりも可愛いね。キュートキュート。なんとですね、ここで可愛らしいの。こんにちは。こんにちは。一体何をなさってるんでしょうか。子供たちに紙飛行機の素晴らしさを伝えております。はい。はい、どうやっておるんですか、教えてください。はい、はい、まず大丈夫かな。はい、真ん中でこうやって折っていただきますね。はい、それで真ん中に今度は縦にこうやって折っていただく。山をこのように作ってます。でこれ折るときにちょっと真ん中を開けていただくとですね、はい、後でちょっと折りやすくなって、ここの角とここの角を合わせるように、はい、また内側に折っていただきます。でまた折っていただきますね。はい、そして開いていただいて、コムサ急に振らせます。下まで持っていって、はい、だんだん硬くなりますからね。はい、でまた開いていただいて、はい、この角を下までビロンビロンでボヨボヨとこうやって開いていただいて、はい、こう押すとですね、自動的に折れてしまうという。はい、これを後ろに折り込んでいただきます。すみません、やっちゃう。コムサですね。はい、はい、折り込んでください。硬いんですよ、最後ね。丈夫な感じ。ソリッドそうなんです。はい、はい、こうやって折っていただいて。でここまでできましたと、はい、で最後に尾翼でこう上に上げていただく。これが好きな。よし、はい、できました。できました。これがね、皆さん発案の協会会長の戸田さんがね、はい、これで世界記録を。あ、すごい。世界記録ですよ、世界記録。こちらの方になんかエクスプリケーションも出ておりますね。拓夫さんの飛行機飛びますよ。飛ばします。飛びました。結構取ってこなきゃ。飛びました。はい、
イベントいかがだったでしょうか。あとね、この私が今頭にかぶっている新聞紙ジョーナルなんですけれども、これ子供の日にはこういうの兜を作ってですね、お兄ちゃんと新聞紙でこうパンパンやって戦うっていうのが子供のならではの遊び方でした。でこの子供の日、世界の子供の日っていうのはイベントがですね30日まで続くので、興味ある方はウェブサイトソントクルチュレルフォンコジャポネさんのホームページでまたコンサートとかいろいろイベントあるので、ぜひチェックしてください。ではブブネコンブブレ。Alors, la dernière question. Est-ce que ton personnage a une moustache? Non. Et bah chez vous, vous avez dû découvrir qui c'est qui. Et voilà, je sais pas. Bah vous êtes bien content alors. Voilà, au revoir. Et oui, il fallait dans cette émission découvrir Herman Julien Pirou vieux. Je suis désolé, ça me faisait rire.